Pour mon anniversaire, mes parents ont vendu ma voiture et vidé mon fonds d'études pour ma sœur. L'ultimatum, co-signer sa dette de 30 000 € ou partir. Je suis parti, laissant une lettre. Maintenant, c'est la panique. Je m'appelle Amélie et aujourd'hui, c'est mon 22e anniversaire. Je devrais être en train de fêter ma remise de diplôme universitaire et mon futur job de rêve dans une agence de marketing. Au lieu de ça, je suis assise ici, à fixer les papiers de prêt que mon père vient de faire glisser sur la table de notre salle à manger. Ma voiture, pour laquelle j'ai économisé pendant 3 ans, a disparu. Mon compte épargne-études, constitué avec l'aide de mes grands-parents, a été vidé. Tout ça pour ma sœur Camille, qui a encore besoin d'un nouveau départ. La réunion de famille que mes parents ont organisée ce soir n'a jamais eu pour but de me célébrer. Je sens les murs se refermer sur moi alors que mon père attend ma réponse. En grandissant dans notre maison de banlieue en Île-de-France, nous ressemblions à la famille française parfaite. Mon père, François, travaillait comme ingénieur en mécanique, ramenant un salaire confortable qui nous permettait d'avoir une belle maison de 4 chambres avec un grand jardin. Ma mère, Diane, enseignait en classe de CE2 à l'école primaire locale, rentrant toujours à la maison avec des projets créatifs et des histoires sur ses élèves. Puis il y avait ma sœur Camille, de 3 ans ma cadette, et moi, Amélie, la première-née responsable. Les photos de famille qui tapissaient notre couloir montraient des visages souriants à Disneyland Paris, des vacances à la plage sur la Côte d'Azur et des rassemblements de fêtes avec la famille élargie. Mais les photographies ne capturent que des moments, pas les dynamiques changeantes qui se sont produites en grandissant. Notre famille fonctionnait bien quand Camille et moi étions jeunes. J'étais l'enfant calme et studieuse qui aimait lire et l'art. Camille était plus extravertie, charmant les adultes avec son esprit vif et sa personnalité enjouée. Les problèmes ont commencé quand Camille est entrée dans l'adolescence. À 14 ans, elle a commencé à fréquenter un groupe que mes parents n'approuvaient pas, rentrant après le couvre-feu et répondant effrontément quand on la confrontait. Je me souviens encore du premier incident majeur. Camille, alors âgée de 15 ans, a pris la voiture de maman sans permission et a rayé tout le côté passager en évaluant mal la distance avec une boîte aux lettres. Au lieu de conséquences, mes parents se sont concentrés sur à quel point elle était effrayée et désolée. Papa a réparé la voiture lui-même le week-end, et maman a réconforté Camille en disant « Tout le monde fait des erreurs ». C'est devenu le schéma habituel. Camille franchissait une limite, montrait des remords et recevait le pardon sans réelle responsabilité. Pendant ce temps, je continuais d'être la fille qui ne causait jamais de problème, qui obtenait d'excellentes notes, qui aidait à la maison sans qu'on le lui demande. Il semblait que mon bon comportement était attendu, tandis que la conformité occasionnelle de Camille était célébrée. Pendant ma première année de lycée, en seconde, j'ai travaillé les week-ends et les étés dans un café local, économisant chaque euro que je pouvais. Au moment où j'ai eu mon bac, j'avais assez pour un acompte sur une Renault Clio d'occasion. Rien d'extraordinaire, mais c'était la mienne, achetée avec mon propre argent. Mes parents ont contribué une petite somme comme cadeau de fin d'études, mais je payais chaque mensualité moi-même tout en jonglant entre les cours à l'université et un travail à temps partiel. Amélie est si indépendante, commentaient les proches lors des réunions de famille, tandis que mes parents hochaient la tête fièrement. Ce qui n'était pas dit, c'est que mon indépendance n'était pas entièrement un choix. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais me débrouiller seul pour l'obtenir. L'université, c'était pareil. J'ai reçu une bourse d'études partielles au mérite et mes grands-parents avaient créé un modeste compte épargne pour moi à ma naissance. Cela couvrait environ la moitié de mes dépenses. Pour le reste, je travaillais 20 heures par semaine à la bibliothèque de l'université et j'ai contracté des prêts étudiants minimes. Je gérais mon budget avec soin, me joignant rarement à mes camarades pour des sorties coûteuses, et j'ai obtenu mon diplôme avec mention en marketing et une dette gérable. Camille, de son côté, a commencé ses études dans une école privée dont les frais de scolarité étaient près du triple de ceux de mon université publique. Elle a tenu 1 an avant d'abandonner, expliquant que l'université n'est pas pour tout le monde et qu'elle devait trouver sa voie. Elle est revenue à la maison, enchaînant les emplois dans la vente tous les quelques mois, toujours avec une raison pour laquelle chaque poste n'était pas le bon. Malgré ces différences, j'aimais ma sœur. Quand nous ne nous disputions pas parce qu'elle empruntait mes vêtements sans demander ou que sa musique forte m'empêchait de dormir pendant la semaine des examens, nous pouvions encore rire ensemble de nos blagues privées et nous remémorer des aventures d'enfance. Mais il y avait toujours une tension sous-jacente, le sentiment que les règles étaient différentes pour chacune de nous. Après mon diplôme, j'étais ravi de recevoir une offre d'emploi d'une agence de marketing à Paris.
Le salaire n'était pas extraordinaire pour un poste de débutant, mais il offrait un potentiel de croissance et correspondait parfaitement à mes objectifs de carrière. J'avais prévu de vivre à la maison pendant 6 mois pour économiser de l'argent avant de prendre mon propre appartement en ville. La semaine avant mon anniversaire, la vie semblait se mettre en place. J'avais un diplôme, une voiture, une dette étudiante minimale et un emploi qui devait commencer dans 3 semaines. Mon dîner d'anniversaire était censé être une célébration de ces accomplissements avant que je ne commence le prochain chapitre de ma vie. J'ai passé le jour de mon anniversaire à acheter des vêtements professionnels pour mon nouveau travail, m'offrant une tenue plus chic que ce que j'achèterais habituellement. Quand je suis rentré à la maison, maman préparait mon plat préféré, du poulet rôti à l'ail, de la purée de pommes de terre et des haricots verts. La cuisine sentait incroyablement bon, mais l'atmosphère semblait étrange. Maman paraissait distraite, vérifiant son téléphone fréquemment et évitant mon regard. « Besoin d'aide ?» ai-je offert en posant mes sacs de courses. « Non, chérie. Tout est sous contrôle. Pourquoi ne te détends-tu pas jusqu'au dîner ? Ton père et Camille devraient bientôt rentrer, a-t-elle répondu, sa voix légèrement plus aiguë que d'habitude. Je suis monté dans ma chambre, passant devant la porte fermée de Camille. De la musique jouait doucement à l'intérieur, ce qui était inhabituel pour ses goûts habituellement tonitruants. Quelque chose semblait vraiment bizarre, mais j'ai repoussé ce sentiment. C'était mon anniversaire, et j'étais déterminé à profiter de la soirée avec ma famille. À 18h30, nous nous sommes réunis autour de la table à manger. Papa a découpé le poulet pendant que maman apportait les accompagnements. Camille était assise en face de moi, faisant défiler son téléphone jusqu'à ce que maman lui demande de le ranger. La conversation semblait forcée, avec de longues pauses et des sujets qui ne dépassaient jamais les banalités. « Comment s'est passé ton shopping ?» a demandé maman en me passant la purée. « Bien. J'ai trouvé de belles pièces pour le travail, ai-je répondu, attendant que quelqu'un me pose des questions sur mon nouveau travail, mais personne ne l'a fait. Papa s'est raclé la gorge. Amélie, nous avons tes cadeaux d'anniversaire après le dîner. D'habitude, ma famille faisait tout un plat des célébrations d'anniversaire avec des bougies, des chants et l'ouverture des cadeaux avant le repas. Cette année, tout semblait précipité et obligatoire. Après le dîner, maman a sorti un petit gâteau au chocolat de la boulangerie locale au lieu du gâteau aux carottes fait maison qu'elle me préparait traditionnellement pour mon anniversaire. Les bougies étaient piquées à la hâte dans le glaçage, légèrement décentrées. « Fais un vœu » a dit Camille d'un ton plat, son sourire n'atteignant pas ses yeux. J'ai fermé les yeux, souhaitant avoir des éclaircissements sur la tension étrange dans la pièce, puis j'ai soufflé les 22 bougies d'un seul coup. Papa m'a tendu un petit sac cadeau contenant une paire de boucles d'oreilles que j'avais admirées des mois auparavant. Maman m'a donné une carte cadeau pour un magasin de vêtements. Camille m'a passé un coupon fait main pour une soirée cinéma entre sœurs, le même cadeau qu'elle m'avait fait pour Noël mais qu'elle n'avait jamais honoré quand j'avais essayé de l'utiliser. Merci, ai-je dit, essayant de masquer ma confusion face à cette célébration discrète. Alors que maman ramassait le papier cadeau, papa a posé ses mains à plat sur la table. Nous devons avoir une discussion de famille. Et si nous allions au salon ? Nous nous sommes déplacés vers le salon plus formel, rarement utilisé sauf pour les vacances ou les conversations sérieuses. Mon estomac s'est noué alors que nous prenions nos places, mes parents sur le canapé, Camille dans le fauteuil et moi sur le causeuse. Papa s'est penché en avant, les mains jointes entre ses genoux. Amélie, tu sais, nous avons toujours essayé de faire ce qui est le mieux pour cette famille. Parfois, cela signifie prendre des décisions difficiles. Maman tripotait son alliance, une habitude nerveuse qu'elle avait quand elle était mal à l'aise. Camille fixait le tapis, tirant sur un fil lâche de son jean. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, le gâteau d'anniversaire me pesant sur l'estomac. Papa a pris une profonde inspiration. Nous avons dû faire quelques ajustements financiers. Comme tu le sais, Camille traverse une période difficile, et elle a besoin de notre soutien pour se remettre sur pied. J'ai hoché la tête lentement, ne comprenant toujours pas où cela menait. Nous avons vendu ta voiture, a continué papa, sa voix ferme. Et nous avons aussi encaissé le reste de ton compte épargne-études. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Ma voiture, mon argent, disparu. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je murmuré, espérant avoir mal entendu. Ta sœur mérite un nouveau départ, a expliqué papa comme si cela clarifiait tout. Elle a accumulé une dette importante, et en tant que famille, nous devons l'aider à la résoudre avant que cela ne nuise à son avenir de manière permanente. J'ai regardé Camille, qui continuait d'éviter mon regard.
Combien de dettes ai-je réussi à demander? 30 000 euros, a interjeté rapidement maman. Les agences de recouvrement appellent tous les jours, et son crédit est déjà gravement endommagé. Mon esprit s'est emballé. 30 000 euros. La voiture pour laquelle j'avais travaillé si dur, vendue sans mon consentement. Le reste de mon épargne qui était à mon nom, vidé. Aviez-vous même le droit d'accéder à mon compte d'études, ai-je demandé, ma voix tremblante. Papa s'est agité, mal à l'aise. Ton grand-père l'a mise en place avec moi comme dépositaire jusqu'à tes 25 ans. Légalement, oui. La trahison s'est approfondie en réalisant que cette décision n'avait pas été prise aujourd'hui. Il devait avoir vendu ma voiture et retiré l'argent des jours, voire des semaines auparavant, tout en planifiant mon dîner d'anniversaire comme si de rien n'était. Quand avez-vous fait ça, ai-je demandé. La voiture a été vendue la semaine dernière, a admis papa. Et nous avons retiré les fonds la semaine d'avant. Alliez-vous même me le dire si je n'avais pas remarqué que ma voiture avait disparu? La Renault était garée chez un ami pendant que j'empruntais la voiture de maman pour faire du shopping, donc je n'avais pas encore découvert son absence. Personne n'a répondu directement, ce qui était une réponse suffisante. Puis papa a attrapé un dossier sur la table basse et a fait glisser un document vers moi. Il y a une dernière chose. Camille a besoin d'un cosignataire pour un prêt de consolidation afin de gérer cette dette. Avec ton nouvel emploi, tu as le revenu pour être éligible. J'ai regardé le contrat de prêt avec incrédulité. Vous voulez que je me porte garante pour un prêt de 30 000 euros pour elle après avoir pris ma voiture et mes économies? C'est le seul moyen de protéger son crédit et de lui donner le nouveau départ dont elle a besoin, a expliqué maman, comme si cette demande était parfaitement raisonnable. Et si je ne le fais pas? La question est restée en suspens. L'expression de papa s'est durcie. Alors tu devras te trouver un autre endroit où vivre. Nous ne pouvons pas te laisser saper l'unité familiale alors que nous essayons d'aider ta sœur. À ce moment-là, en regardant leurs visages expectatifs, j'ai réalisé qu'ils croyaient vraiment que je leur devais cela. Que mes années de responsabilité, de travail acharné et d'autosuffisance signifiaient que je devais maintenant sacrifier mon avenir financier pour les erreurs de ma sœur. Que mon cadeau d'anniversaire était un ultimatum. Co-signer sa dette énorme ou partir. La pièce a légèrement tourné alors que tout le poids de leur trahison s'est abattu sur mes épaules. Pouvons-nous parler en privé, ai-je demandé en regardant mes parents. Sans Camille. Papa a hésité mais a hoché la tête. Camille, donne-nous quelques minutes. Ma sœur a quitté la pièce sans protester, me lançant un regard rapide et indéchiffrable. Une fois seul, j'ai essayé de rester calme. Comment avez-vous pu vendre ma voiture sans même m'en parler d'abord? J'en ai payé la plus grande partie moi-même. Le titre de propriété était encore partiellement à mon nom en tant que cosignataire, a dit papa sur la défensive. Et tu as un bon travail qui t'attend. Tu pourras t'acheter une autre voiture une fois que tu commenceras à travailler. Ce n'est pas la question, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour la contrôler. Cette voiture représentait des années de travail acharné. Vous n'aviez pas le droit de la vendre sans même en discuter avec moi. Tout a toujours été facile, Amélie a lâché papa, sa patience s'amenuisant visiblement. Bonne note, bourse, offre d'emploi. Ta sœur a des difficultés que tu n'as jamais eues. Ces mots m'ont blessé par leur injustice. Rien ne m'avait été facile. J'avais travaillé pour chaque accomplissement tout en regardant Camille recevoir des secondes chances et des sauvetages financiers à répétition. Pourquoi Camille doit-elle exactement 30 000 euros, ai-je demandé. Une année d'études ne pouvait pas coûter autant avec l'aide financière. Mes parents ont échangé un regard et maman a soupiré. Ce n'est pas seulement l'université. Il y a des dettes de carte de crédit, un prêt personnel et quelques autres problèmes financiers. Quels autres problèmes, ai-je insisté. Elle a été expulsée de son appartement le mois dernier, a admis papa à contre-cœur. Il y avait des dégâts qui n'étaient pas couverts par la caution et elle a contracté des prêts à taux d'intérêt élevés pour couvrir ses dépenses quand elle a perdu son dernier emploi. L'histoire empirait de minute en minute. Pourquoi est-ce que j'apprends ça seulement maintenant? Elle a été expulsée il y a un mois et vous ne l'avez jamais mentionné. Nous essayons de gérer ça sans t'inquiéter, a dit maman. Tu étais concentré sur ton diplôme et ton nouvel emploi. Est-ce qu'elle vit ici maintenant? C'est pour ça que sa porte est fermée toute la semaine? Ils ont hoché la tête. Elle est revenue après l'expulsion. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'assimiler cette nouvelle information. Et son petit ami, Théo,
est-il impliqué là-dedans? Un autre échange de regards inconfortable entre mes parents. Théo a eu ses propres difficultés financières, a dit maman prudemment. Il a peut-être encouragé certaines des habitudes de dépenses de Camille. Donc, vous me dites que Camille a accumulé une dette massive en partie à cause de son petit ami profiteur, qu'elle a été expulsée de son appartement et que votre solution est de vendre ma voiture, de prendre mes économies et de me rendre légalement responsable de sa dette. L'absurdité de tout cela était presque risible. Sauf que rien dans cette situation n'était drôle. Quand on le présente comme ça semble dur, a dit papa en fronçant les sourcils. Mais la famille est de la famille. Quand tu as eu besoin d'un appareil dentaire, nous avons trouvé un moyen. Quand tu as voulu aller à ce camp d'art coûteux au lycée, nous avons fait en sorte que ça marche. J'ai travaillé tout l'été pour payer la moitié de ce camp d'art, lui ai-je rappelé. Et un appareil dentaire est une dépense médicale nécessaire pour un enfant. Ce n'est pas la même chose que de renflouer une adulte qui ne cesse de faire de mauvais choix. Ta sœur n'est pas une mauvaise personne, a interjeté maman en larmes. Elle a juste fait quelques erreurs. Je n'ai jamais dit qu'elle était une mauvaise personne. J'aime Camille, mais il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit d'équité et de responsabilité. Quand j'ai eu besoin d'argent pour l'université, j'ai obtenu des bourses et j'ai travaillé pendant mes études. Personne n'a vendu les biens de Camille pour financer mon éducation. Le visage de papa s'est empourpré. C'est parce que tu es la grande sœur. Tu es censé veiller sur elle. Veiller sur elle? Oui. Sacrifier mon avenir financier et ma cote de crédit pour elle. Ça n'a jamais fait partie du marché. Ma voix s'est brisée par l'émotion. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça dans mon dos, le jour de mon anniversaire en plus. Nous pensions que ce serait plus facile comme ça, a dit maman doucement. Avoir tout le monde ensemble, en faire une décision de famille. Sauf que ce n'était pas une décision de famille. Papa et toi avez décidé, et maintenant vous me forcez soit à obtempérer, soit à quitter ma maison. Papa s'est levé brusquement. Je pense que tu es égoïste, Amélie. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies, en refusant d'aider ta sœur quand elle a des problèmes. Son accusation m'a durement frappé. Étais-je égoïste? Non. Cela allait au-delà de l'aide familiale normale. Ils avaient franchi une ligne en prenant mes biens, mes économies, et maintenant en exigeant que je mette mon propre crédit en péril. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Tu as jusqu'à demain soir pour décider, a dit papa fermement. Soit tu signes les papiers du prêt, soit tu te trouves un autre endroit où rester. Je ne veux plus que cette famille soit divisée. Alors qu'il quittait la pièce, je suis resté sur le causeuse, me sentant plus seul que jamais dans ma propre maison. L'ultimatum flottait dans l'air comme une présence physique, m'étouffant de son poids. 24 heures pour choisir entre le suicide financier ou le statut de sans-abri. Tout ça le jour de mon anniversaire. Seul dans ma chambre, j'ai enfin laissé les larmes couler. Elles ont d'abord coulé en silence sur mon visage, puis se sont transformées en sanglots profonds et déchirants que j'ai étouffés avec mon oreiller. C'était censé être un anniversaire marquant ma transition d'étudiante à professionnelle, célébrant tout ce que j'avais accompli. Au lieu de cela, c'était devenu le jour où ma famille m'a montré où je me situais vraiment dans leurs priorités. Je me suis assise à mon bureau, entouré de souvenirs de ma vie, des photos d'amis de la fac, des récompenses académiques encadrées sur le mur, la carte de visite de mon nouvel employeur que j'avais fièrement affichée sur mon tableau d'affichage. Tout représentait des années de travail acharné et de détermination, qui semblaient maintenant dénuées de sens face à la trahison de ma famille. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'anniversaire de Justine, ma meilleure amie de l'université. Joyeux anniversaire, Rockstar. J'espère que ta famille te gâte pourri aujourd'hui. Appelle-moi demain pour me raconter tous les détails. Justine vivait à Lyon, à environ 450 km de là, où elle avait commencé un travail juste après son diplôme. Nous avions parlé d'être colocataires si j'obtenais une offre d'emploi là-bas, mais le destin nous avait menés dans des villes différentes. J'ai regardé son message, me demandant ce qu'elle dirait si elle savait ce qui se passait vraiment. Plus j'y pensais, plus je réalisais que cette trahison n'était pas sortie de nulle part. Il y avait eu des signes avant-coureurs tout au long de notre enfance, des moments où les besoins de Camille primaient sur les miens. Quand je me suis qualifié pour un concours scientifique national en seconde, mais que personne n'est venu me voir parce que c'était le même jour que le match de foot de Camille. Quand ma fête de fin de lycée a été écourtée parce que Camille avait des problèmes avec ses amis qui nécessitaient une intervention familiale immédiate.
quand j'étais sur la liste du doyen chaque semestre à la fac, mais que je ne recevais rarement plus qu'un rapide SMS de félicitations, tandis que les plus petites réussites de Camille méritaient des célébrations familiales. J'avais toujours rationalisé ces moments, me disant que Camille avait besoin de plus de soutien, que mes parents me faisaient confiance pour comprendre. Mais vendre ma voiture et vider mes économies sans même en discuter avec moi d'abord? Cela franchissait une ligne que je ne pouvais ignorer. En ouvrant le tiroir de mon bureau, j'ai trouvé le dossier où je gardais les documents importants. Le titre de propriété de ma voiture manquait, bien sûr, mais j'ai trouvé le contrat d'achat original. La Renault valait au moins 7 000 € en bon état, ce qui était le cas de la mienne. Pour combien papa l'avait-il vendu? Et mon compte épargne contenait près de 5 000 €, destinés au dépôt de garantie et à l'ameublement de mon premier appartement. En cherchant plus loin, j'ai trouvé des relevés bancaires montrant que mon compte épargne avait bien été vidé il y a 2 semaines. Il planifiait cela depuis au moins 14 jours, tout en préparant mon dîner d'anniversaire comme si de rien n'était. Un léger coup à la porte a interrompu mes pensées. J'ai rapidement essuyé mes yeux, mais il était impossible de cacher que j'avais pleuré. Entrez, ai-je appelé, m'attendant à voir maman avec une offrande de paix sous forme de thé ou de restes de gâteau d'anniversaire. Au lieu de cela, Camille s'est glissée à l'intérieur, refermant la porte derrière elle. Ses yeux étaient rougis, son mascara légèrement bavé au coin. « Salut » dit-elle maladroitement, planant près de la porte. « Salut. » Je ne savais pas quoi dire d'autre à la sœur dont les dettes venaient de me coûter ma voiture et mes économies. « Je sais que tu dois me détester en ce moment » commença-t-elle d'une petite voix. « Je ne te déteste pas, Camille. Je ne comprends juste pas comment nous en sommes arrivés là. » Elle s'est assise sur le bord de mon lit, gardant une distance entre nous. Tout s'est passé si vite. Théo a dit qu'il savait comment investir de l'argent et faire des profits rapides. Je lui ai donné de l'argent, puis j'ai pris une carte de crédit pour lui en donner plus quand il a dit qu'il nous fallait juste un plus gros investissement pour voir de vrais profits. Laisse-moi deviner. Il n'y a jamais eu d'investissement, ai-je dit d'un ton neutre. Camille a secoué la tête, de nouvelles larmes coulant. Il jouait, au poker en ligne, au paris sportif, à tout ça. Le temps que je m'en rende compte, j'étais déjà au maximum sur 3 cartes de crédit. Puis il m'a convaincu de prendre un prêt personnel pour couvrir une partie de ses dettes parce que son crédit était déjà ruiné. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt, avant que ça ne devienne aussi grave? J'avais honte, a-t-elle admis, et je n'arrêtais pas de penser que je pouvais arranger ça toute seule, trouver un autre travail, le rembourser petit à petit. Mais ensuite, il y a eu l'expulsion et les appels des agences de recouvrement ont commencé. Et Théo est parti. Sa voix s'est éteinte. Théo est parti? C'était nouveau pour moi. La semaine dernière. Il a pris mon ordinateur portable et ma télévision avec lui. Elle a ri amèrement. Je suppose que je devrais être reconnaissante qu'il n'ait pas vidé mon compte en banque aussi. Mais c'est probablement parce qu'il n'y avait plus rien à prendre. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Camille avait été exploitée par quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais cela n'expliquait ni n'excusait les actions de nos parents. Pourquoi maman et papa ont-ils pensé que vendre ma voiture et prendre mes économies était la solution? Pourquoi ne pas t'aider à déclarer faillite ou trouver une autre solution? Camille a baissé les yeux, tripotant un fil lâche sur ma couette. Papa a dit que la faillite me suivrait pour toujours, qu'il serait impossible pour moi de louer un appartement ou d'obtenir un travail décent. Il a dit qu'un prêt familial serait plus propre. Sauf que ce n'est pas un prêt familial si je suis la seule à contribuer, ai-je souligné. Ils n'utilisent pas leur fonds de retraite ou ne contractent pas de prêt sur la valeur domiciliaire. Ils sacrifient juste mes biens et mon crédit. Je sais, a-t-elle murmuré. Je leur ai dit que ce n'était pas juste pour toi, mais papa a dit que tu étais la seule à pouvoir être éligible pour co-signer à cause de ton nouvel emploi et de ta bonne cote de crédit. Il a dit que tout s'arrangerait parce que je te rembourserai chaque centime. Je le promets. J'avais déjà entendu de telles promesses. Et que se passera-t-il lors de la prochaine urgence financière? Vendront-ils aussi ma future voiture? Prendront-ils de l'argent de mon plan d'épargne retraite? Tu ne comprends pas, Amélie. Ma vie sera ruinée si tu n'aides pas, a plaidé Camille, sa voix montant en désespoir. Je n'obtiendrai jamais d'appartement, de prêt auto, rien du tout. S'il te plaît, signe juste les papiers. Je jure que je ferai les paiements. À ce moment-là, tout s'est clarifié. Ce n'était pas une crise ponctuelle. C'était un schéma qui s'était répété toute notre vie.
Camille créerait le chaos, et on s'attendrait à ce que je me sacrifie pour rétablir l'ordre. Mes parents choisiraient toujours ses besoins au détriment de mes limites. Rien ne changerait à moins que je ne le change. Je ne peux pas signer les papiers du prêt, Camille, ai-je dit doucement mais fermement. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer à m'immoler par le feu pour te tenir au chaud. Alors c'est ça. Tu vas juste m'abandonner? Abandonner cette famille. Son jeu de sympathie a disparu, remplacé par une colère accusatrice familière. Je n'abandonne personne. Je refuse d'être exploité financièrement par les personnes qui devraient me protéger. Elle est sortie en trombe, claquant ma porte assez fort pour faire trembler les cadres sur mon mur. J'ai sursauté au son, mais je me sentais étrangement calme à l'intérieur. Pour la première fois depuis des années, je voyais la dynamique de ma famille avec une clarté parfaite. Aussi douloureuse que soit cette vision, je ne pouvais pas rester ici. Non seulement à cause de l'ultimatum de papa, mais parce que j'avais enfin compris que rien ne changerait tant que je resterais. Je serais toujours la responsable, celle dont on attendait qu'elle se sacrifie, celle dont les besoins passaient en dernier. Il était temps de me protéger, même si cela signifiait m'éloigner du seul foyer que j'ai jamais connu. La maison est devenue silencieuse vers minuit. À travers mon mur, j'entendais les sanglots étouffés de Camille, mais j'ai endurci mon cœur contre ce son familier. Trop souvent, ces larmes avaient été utilisées comme une arme pour me manipuler et me faire céder. Pas cette fois. J'ai sorti ma plus grande valise du placard et j'ai commencé à faire mes bagages méthodiquement. Vêtements pour les entretiens et le travail, documents importants, photographies et souvenirs précieux. Je ne pouvais pas tout emporter, mais je pouvais prendre ce qui comptait le plus. En triant mes affaires, j'ai fait une liste mentale de ce qu'il fallait faire. D'abord, j'ai appelé Justine malgré l'heure tardive. « Amélie, est-ce que tout va bien ?» Sa voix était embrumée par le sommeil. « Non, ai-je admis, en gardant ma voix basse. J'ai besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps. Pourrais-je squatter sur ton canapé pour quelques jours jusqu'à ce que je trouve une solution ?» Bien sûr, a-t-elle dit sans hésitation, semblant plus alerte maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version condensée, chaque mot rendant la situation plus réelle. Je te raconterai tout quand j'arriverai. Quand est-ce que ce sera, a-t-elle demandé. Je pars ce soir. Je prendrai le premier bus demain matin. Envoie-moi ton heure d'arrivée par texto. Je viendrai te chercher à la gare. Le soutien immédiat a fait monter de nouvelles larmes à mes yeux. Merci, Justine. Après avoir terminé l'appel, je me suis tourné vers mon ordinateur portable. Je devais envoyer un email à mon nouvel employeur pour lui dire que je commençais plus tôt que prévu et lui demander des recommandations pour un logement à court terme à Paris. Ensuite, j'ai transféré le peu d'argent qu'il restait sur mon compte bancaire commun vers un nouveau compte auquel mes parents ne pouvaient pas accéder. J'ai changé tous mes mots de passe et adresse email de récupération, m'assurant que personne ne puisse accéder à mes comptes. Puis j'ai mis à jour mon adresse sur les sites web et services importants, utilisant l'appartement de Justine pour le moment. La partie la plus difficile est venue ensuite. Je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à écrire une lettre à ma famille. Pas une note hâtive griffonnée avec colère, mais une explication réfléchie de mes sentiments et de ma décision. À ma famille, au moment où vous lirez ceci, je serai parti. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère ou sous le coup de l'émotion. C'est l'aboutissement d'années où je me suis senti sous-estimé et considéré comme acquise. Papa, maman, je vous aime tous les deux, mais ce que vous avez fait était mal. Vous avez vendu ma voiture sans ma permission. Vous avez vidé mes économies sans me consulter. Puis vous vous attendiez à ce que j'assume une dette de 30 000 € pour Camille comme si je vous le devais. Cela va au-delà du soutien familial normal pour devenir quelque chose de malsain et d'exploiteur. Je ne signerai pas les papiers du prêt. Je ne peux pas et ne serai pas financièrement responsable des dettes de Camille. Cette limite n'est pas négociable. Je ne resterai pas non plus dans une maison où ma propriété et mon autonomie ne sont pas respectées. Vous m'avez donné un ultimatum, soit sacrifier mon avenir financier, soit partir. Je choisis de partir. Camille, j'espère que tu trouveras ton chemin à travers cette période difficile. Je crois que tu peux surmonter ces défis si tu prends la responsabilité de tes actions et que tu fais des choix différents à l'avenir. Tes erreurs ne te définissent pas, mais la façon dont tu y réponds le fera. Je ne coupe pas le contact de manière permanente, mais j'ai besoin d'espace et de temps pour digérer cette trahison. S'il vous plaît,
n'essayez pas de me trouver ou de me convaincre de rentrer à la maison dans les mêmes conditions. Je vous contacterai quand je serai prête. Sachez que je vous aime tous, mais je dois m'aimer assez pour m'éloigner d'une situation qui me nuit. Amélie. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe et l'ai placée sur mon oreiller où elle serait facilement trouvée. Puis je suis retourné à mes bagages, travaillant tranquillement toute la nuit. À 3 heures du matin, j'avais tout l'essentiel emballé et prêt. Avant de partir, j'ai doucement frappé à la porte de Camille. À ma surprise, elle était encore réveillée, assise sur son lit, entourée de mouchoirs. « Tu pars, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé en voyant ma valise. J'ai hoché la tête. « Je dois le faire. »« Où iras-tu » ? »« Je préfère ne pas le dire pour l'instant, ai-je répondu, maintenant une limite que je savais nécessaire. Elle semblait plus petite, en quelque sorte plus jeune que ses 19 ans. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit honnêtement. Mais ce n'est pas seulement à propos de toi, Camille. C'est à propos de la dynamique dans cette famille qui permet à ces situations de se reproduire. Tu dois prendre la responsabilité de ta propre vie. Arrête d'attendre que les autres réparent tes erreurs. Facile à dire pour toi. Tout marche toujours pour toi, a-t-elle marmonné, faisant écho au sentiment de papa plus tôt. Les choses marchent pour moi parce que je fais constamment des choix responsables, les jeux corrigés. Ce n'est pas de la chance ou du favoritisme. C'est une question de cause à effet. Elle n'a pas répondu, se contentant de fixer ses mains. Je t'aime, ai-je dit à la porte. Mais je ne peux pas continuer à te conforter dans tes erreurs. Aucun de nous ne t'aide en continuant ce schéma. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre, descendant discrètement avec ma valise. J'ai posé ma clé de maison sur le comptoir de la cuisine, à côté du gâteau d'anniversaire intact, toujours dans sa boîte. Puis je suis sorti dans l'air frais de la nuit, fermant doucement la porte derrière moi. Le poids sur mes épaules semblait à la fois plus lourd et plus léger alors que je marchais vers l'arrêt de bus à 3 pâtés de maison. Plus lourd de la tristesse de quitter la maison dans de telles circonstances, plus léger de savoir que je me défendais enfin. Le premier bus pour Lyon devait partir à 5h15. Je me suis assise à la gare déserte, regardant le ciel s'éclaircir progressivement avec l'approche de l'aube. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des textos de Camille, mais je ne les ai pas lus. Cette limite était trop importante pour être compromise, même face à sa détresse. Alors que le bus quittait ma ville natale, j'ai regardé les rues familières s'éloigner par la fenêtre. 22 ans de souvenirs, bons et mauvais, devenaient de plus en plus petits au loin. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais ce n'étaient pas entièrement des larmes de tristesse. Il y avait du soulagement mêlé au chagrin. De l'espoir enchevêtré dans la douleur. Le voyage jusqu'à Lyon a duré près de 4 heures. J'ai passé la majeure partie du temps à regarder par la fenêtre, observant le paysage français défiler, petite ville, laissant place à des terres agricoles, puis des banlieues, et enfin la silhouette de Lyon est apparue au loin. Justine attendait à la gare routière, son sourire chaleureux étant un phare dans l'incertitude de ma nouvelle réalité. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis a attrapé ma valise sans un mot, me conduisant à sa voiture. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin », a-t-elle dit alors que nous nous dirigions vers son appartement. Ma colocataire est d'accord. « Merci », ai-je répondu, les mots étant insuffisants pour la bouée de sauvetage qu'elle m'avait lancée. Je commencerai à chercher mon propre logement tout de suite. Pas de précipitation. Installons-toi d'abord. Elle a jeté un coup d'œil à mon téléphone, que j'avais finalement éteint après le 20e appel de mes parents. Tu vas leur parler? Pas encore, ai-je dit fermement. J'ai besoin d'espace pour penser clairement sans leur voix dans ma tête. Elle a hoché la tête, compréhensive et sans jugement. C'était ton anniversaire hier, n'est-ce pas? Allons chercher un vrai gâteau et fêtons ça correctement ce soir. Pas de drame familial, juste ton nouveau départ. Pour la première fois en 24 heures, j'ai souri sincèrement. J'aimerais beaucoup ça. La semaine suivante s'est écoulée dans un tourbillon d'activités. L'appartement de Justine est devenu mon sanctuaire temporaire alors que je reconstruisais ma vie, pièce par pièce. Sa colocataire, Clara, m'a gracieusement laissé de la place sur leur canapé et ne s'est jamais plainte de la personne supplémentaire dans leur petit 2 pièces. J'ai contacté mon nouvel employeur, expliquant que ma situation de logement avait changé de manière inattendue et demandant si je pouvais commencer plus tôt que prévu. Ils ont été étonnamment arrangeants, me permettant de commencer le lundi suivant plutôt que d'attendre 3 semaines de plus. Avec un revenu stable à l'horizon, j'ai commencé à chercher un appartement à Paris,
utilisant des visites virtuelles pour affiner mes options. Le plus difficile a été le déluge constant d'appels et de messages de ma famille. Après 3 jours de silence, j'ai finalement rallumé mon téléphone pour trouver 67 appels manqués, 42 messages vocaux et plus de 100 messages textes. Les notifications me nouaient l'estomac d'anxiété. Je n'ai pas écouté les messages vocaux ni lu tous les textes, mais j'en ai parcouru assez pour avoir une idée de leur progression, des exigences furieuses de rentrer immédiatement à la maison, aux rappels culpabilisants de tout ce qu'ils avaient fait pour moi, jusqu'aux appels désespérés sur la façon dont mon absence détruisait la famille. Le 4e jour, j'ai reçu un appel de Madame Dubois, la meilleure amie de ma mère depuis l'université. J'ai répondu, soupçonnant qu'elle avait été enrôlée comme messagère neutre. « Amélie, ma chérie, tes parents sont hors d'eux » a-t-elle commencé sans préambule. « Ton père a fait le tour en voiture pour te chercher, vérifiant les hôtels et les maisons d'amis. Ta mère n'a pas arrêté de pleurer depuis qu'ils ont trouvé ta lettre. Je suis en sécurité, l'ai-je assuré. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour l'instant. Et Camille ? Madame Dubois a hésité. Eh bien, elle est dans un état lamentable. Les agences de recouvrement continuent d'appeler et apparemment la dette est encore plus importante que ce que tes parents pensaient au départ. Cela ne m'a pas surprise. Plus importante de combien ? Je ne connais pas le chiffre exact, mais d'après ce que ta mère a dit, c'est plus proche de 40 000 que de 30 000. J'ai fermé les yeux, absorbant cette nouvelle information. Est-ce que Camille connaissait le montant réel quand ils m'ont demandé de co-signer ? Je ne peux pas le dire avec certitude, a répondu Madame Dubois diplomatiquement. Mais entre nous, je pense qu'elle cache l'étendue de ses problèmes financiers depuis un certain temps. Après avoir terminé l'appel avec la promesse d'envisager de contacter mes parents bientôt, je me suis assise dans la cuisine de Justine, digérant ce que j'avais appris. La situation était encore pire que je ne le pensais, confirmant que partir avait été la bonne décision. Quelques jours plus tard, mon voisin de la maison, Monsieur Martin, m'a envoyé un texto. Il avait toujours été gentil avec moi, m'embauchant parfois pour de petits boulots autour de sa maison quand j'avais besoin d'argent supplémentaire au lycée. Ton père est passé demander si je savais où tu étais, lisait-on dans son message. J'ai dit que non, mais j'ai pensé que tu devrais savoir que Camille a finalement tout avoué à tes parents. La dette est plus importante qu'il ne le savait, et elle a apparemment utilisé l'adresse de votre maison pour obtenir des prêts supplémentaires sans leur consentement. Ton père avait l'air assez secoué. La révélation m'a glacé le sang. Si Camille avait utilisé l'adresse de notre maison familiale pour des prêts, mes parents pourraient-ils être tenus responsables ? Leur maison pourrait-elle être en danger ? Malgré tout, je ne voulais pas qu'ils perdent leur maison à cause de ces actions. J'ai consulté un service d'aide juridique gratuit à Lyon, expliquant la situation et posant des questions sur les responsabilités potentielles. L'avocat m'a conseillé de séparer complètement mes finances de celles de ma famille pour me protéger et a suggéré à mes parents de faire de même avec Camille. Le fait qu'ils prévoyaient de te faire co-signer suggère qu'ils sont conscients de la gravité de la situation, a expliqué l'avocat. Ils ont besoin de leur propre conseil juridique immédiatement si leur propriété pourrait être impliquée. J'ai transmis ce conseil à ma mère dans un bref email factuel, le premier contact direct que j'avais initié depuis mon départ. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, un flot d'émotions et de supplications pour que je rentre à la maison afin que nous puissions régler cela ensemble, en famille. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qui ne donnerait soit un faux espoir, soit ne causerait plus de douleur. Pendant ce temps, j'ai trouvé un petit studio à Paris, signé le bail électroniquement et organisé mon déménagement. La semaine suivante, mon nouvel employeur m'a mis en contact avec une jeune conseillère financière qui m'a aidé à créer un budget tenant compte de mes économies réduites et de la nécessité d'acheter une autre voiture d'occasion. Vous êtes en meilleure situation que vous ne le pensez, m'a-t-elle assuré après avoir examiné mes finances. Votre cote de crédit est excellente. Vous avez une dette de prêt étudiant minimale et votre nouveau salaire couvrira vos dépenses de base avec un peu de reste pour l'épargne. Beaucoup de gens de votre âge sont dans des situations financières bien pires. Ces paroles étaient rassurantes, mais elles soulignaient aussi l'injustice de ce que ma famille attendait de moi. Ils voulaient que je sacrifie cette base stable que j'avais mis tant d'efforts à construire, tout cela pour permettre l'irresponsabilité financière continue de ma sœur. Exactement un mois après mon anniversaire, mon père a appelé. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Amélie, a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. Il est temps d'arrêter ces bêtises et de rentrer à la maison. Je ne rentre pas à la maison, papa, ai-je répondu calmement. J'ai un appartement à Paris et j'ai déjà commencé mon nouveau travail.
Il y a eu une longue pause avant qu'il ne reprenne la parole. Nous avons fait des erreurs, a-t-il admis à contre-cœur. Nous aurions dû te parler d'abord de la voiture et du compte épargne, mais tu as fait valoir ton point de vue maintenant, et cette situation avec Camille est devenue incontrôlable. Nous avons besoin de ton aide. Quel genre d'aide, ai-je demandé, lasse. Des conseils financiers, surtout. Tu as toujours été doué avec l'argent. L'ironie de cette déclaration après qu'ils aient pris mes économies sans permission ne m'a pas échappé. Et peut-être un prêt pour aider à couvrir certaines des dettes immédiates jusqu'à ce que nous puissions vendre certaines choses. J'ai failli rire. Vous me demandez de l'argent après ce qui s'est passé? La famille est de la famille, a-t-il répété son mantra précédent, mais avec moins de conviction. Je suis désolé, papa, mais non. Je ne peux pas et ne m'impliquerai pas financièrement dans cette situation. J'ai envoyé à maman des informations sur les services de conseil en crédit et les avocats spécialisés en faillite. C'est le genre d'aide que je peux offrir en ce moment. Alors tu nous abandonnes quand les choses deviennent difficiles? Son ton est passé à l'accusation. Je n'ai jamais pensé que tu étais égoïste, Amélie, mais peut-être que je me trompais. Le commentaire m'a piqué, mais je l'ai reconnu comme une tactique de manipulation. Je n'abandonne personne. Je maintiens des limites saines. Il y a une différence. Il a raccroché sans dire au revoir. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un long message texte de ma mère. C'était un étrange mélange d'excuses et de reproches, reconnaissant qu'ils avaient mal géré les choses, mais suggérant que j'étais inutilement dur en restant à l'écart. Tu nous manques tellement, a-t-elle écrit. La maison semble vide sans toi. Camille demande de tes nouvelles tous les jours. Ne pouvons-nous pas recommencer à zéro et essayer de guérir en tant que famille? Je n'ai pas répondu immédiatement, laissant ces mots mûrir en moi pendant que je préparais le dîner dans mon nouvel appartement. Recommencer à zéro semblait bien en théorie, mais qu'est-ce que cela signifierait réellement en pratique? Est-ce que quelque chose changerait vraiment, ou s'attendrait-on à ce que je pardonne et oublie sans aucune réelle prise de responsabilité? Alors que je réfléchissais à la façon de répondre, un dernier message est arrivé. Celui-ci de Camille. Contrairement aux communications de mes parents, il était bref et direct. Tu avais raison. Je dois changer. Je suis désolé. Ces 8 mots m'ont donné plus d'espoir d'une éventuelle réconciliation que toutes les longues explications et les appels émotionnels de mes parents. Peut-être que cette crise avait enfin poussé Camille vers la conscience de soi dont elle avait besoin pour faire des choix différents. 6 mois après avoir quitté la maison le soir de mon anniversaire, j'étais assise en face de ma mère dans un café à mi-chemin entre Paris et ma ville natale. C'était notre première rencontre en personne depuis que tout était arrivé, organisée après des semaines d'échanges de textos prudents. Ma vie avait trouvé un nouveau rythme à Paris. Mon petit studio n'était pas glamour, mais il était à moi, décoré avec des meubles d'occasion et des plantes qui le rendaient chaleureux. Le travail en marketing me mettait au défi de manière positive, et j'avais déjà reçu des commentaires positifs de mes superviseurs. J'avais économisé assez pour un acompte sur une autre voiture d'occasion, une Peugeot cette fois, un peu plus vieille que ma Renault, mais fiable. Maman avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, de nouvelles rides autour de ses yeux et de sa bouche. Elle tripotait sa tasse de café, nerveuse d'une manière que je lui voyais rarement. « Tu as l'air bien, dit-elle finalement. En bonne santé, heureuse. Je le suis, ai-je répondu honnêtement. C'était difficile au début, mais je vais bien maintenant. Elle a hoché la tête, les yeux baissés. Je te dois des excuses, Amélie. De vraies excuses, pas les demi-excuses que nous t'avons envoyées par texto et email. J'ai attendu, lui laissant l'espace de continuer. Ce que nous avons fait était mal, a-t-elle dit, sa voix se brisant légèrement. Nous avons trahi ta confiance. Nous avons profité de ta responsabilité et de ton indépendance. Nous t'avons traité injustement par rapport à Camille, et nous le faisons depuis des années. Cette reconnaissance a desserré quelque chose de serré dans ma poitrine. Pourquoi, ai-je simplement demandé. Pourquoi y avait-il toujours des règles différentes pour nous? Maman a soupiré profondément. Camille avait des difficultés que tu ne semblais pas avoir, dès son plus jeune âge. Elle avait des problèmes à l'école, pour se faire des amis, pour suivre les règles. Nous pensions qu'elle avait besoin d'un soutien supplémentaire, d'une protection supplémentaire. Mais quelque part en chemin, nous avons cessé d'exiger qu'elle rende des comptes. Nous avons encouragé ses pires tendances au lieu de l'aider à en développer de meilleures. Et moi, ai-je insisté. Tu semblais si capable, si autonome.
Nous nous disions que tu n'avais pas besoin d'autant d'attention ou de soutien. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Nous avions tort. Nous nous sommes appuyés sur ta force au lieu de la nourrir. Nous t'avons considérée comme acquise. Son honnêteté était à la fois curative et douloureuse. Qu'est-ce qui se passe avec Camille maintenant, ai-je demandé. Elle suit une thérapie, a répondu maman. Une thérapie financière, en fait. Nous ne savions même pas que ça existait avant tout ça. Elle travaille à temps partiel à la bibliothèque et suit un cours de gestion financière à l'IUT. Et la dette. Nous travaillons avec un service de consolidation de dettes. Ton père et moi avons contracté un prêt sur la valeur domiciliaire pour couvrir les dettes les plus pressantes. Il faudra des années pour tout rembourser, mais nous avons un plan maintenant. Elle a hésité avant d'ajouter, Camille contribue une partie de chaque salaire. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Et papa, comment va-t-il? L'expression de maman s'est légèrement crispée, en difficulté. Sa fierté en a pris un coup quand nous avons dû demander un prêt à son frère. Il sait que nous avons terriblement mal géré les choses avec toi, mais l'admettre pleinement est encore difficile pour lui. J'ai hoché la tête, sans surprise. Papa avait toujours eu du mal avec la vulnérabilité. Tu lui manques, a ajouté maman doucement. Nous lui manquons tous. Vous me manquez aussi, ai-je admis. Mais je ne regrette pas d'être parti. C'est ce que je devais faire pour moi-même. Je le sais maintenant, a dit maman. Aussi douloureux que cela ait été, ton départ nous a tous forcés à faire face à de dures vérités sur nos dynamiques familiales. Nous avons parlé pendant près de 3 heures, abordant des sujets que nous aurions dû explorer des années auparavant. Il y a eu des larmes des deux côtés, des moments de tension, mais aussi des lueurs de compréhension qui n'existaient pas avant. Avant de nous séparer, maman a demandé avec hésitation, « Viendras-tu à la maison pour Noël ?» Sans pression, juste une visite d'une journée si tu es à l'aise. Ton père et Camille aimeraient beaucoup te voir. J'ai examiné la demande attentivement. Peut-être pas pour toute la journée, et je devrais voir comment je me sens à l'approche de la date, mais peut-être. Elle a hoché la tête, acceptant ma limite sans insister. C'était une petite chose, mais cela représentait un progrès. De retour dans mon appartement ce soir-là, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé depuis mon 22e anniversaire. Les 6 derniers mois m'avaient appris plus sur moi-même et sur les relations que les 22 années précédentes réunies. J'avais construit un nouveau système de soutien à Paris, me faisant des amis au travail et rejoignant un club de lecture où j'ai rencontré des gens ayant des intérêts similaires. J'avais rejoint un groupe de soutien pour adultes issus de familles dysfonctionnelles, trouvant du réconfort en partageant des expériences avec d'autres qui comprenaient les émotions complexes impliquées. Plus important encore, j'avais appris à m'estimer suffisamment pour établir et maintenir des limites, même lorsque c'était douloureux de le faire. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit les leçons que cette expérience m'avait apprises. L'amour sans limite n'est pas vraiment de l'amour. C'est de la dépendance et de la facilitation. Aider quelqu'un ne signifie pas prendre la responsabilité de ses choix ou le protéger des conséquences. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est d'arrêter de le secourir et de le laisser affronter la réalité. La vraie famille soutient votre croissance et respecte votre autonomie, pas seulement quand c'est pratique. Il est possible d'aimer profondément les gens tout en maintenant une saine distance par rapport aux comportements toxiques. Le chemin de la guérison des relations familiales est rarement linéaire, et la réconciliation n'efface pas la nécessité de maintenir des limites. En regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de Paris, j'ai ressenti une paix qui avait été absente pendant ces jours tumultueux suivant mon anniversaire. Le chemin à suivre n'était pas parfaitement clair, et la relation avec ma famille nécessiterait un travail continu de toutes les parties. Mais pour peut-être la première fois de ma vie, je faisais des choix basés sur ce qui était vraiment le mieux pour moi, et non sur ce que les autres attendaient ou exigeaient. Parfois, la croissance la plus profonde vient des expériences les plus douloureuses. Parfois, il faut perdre la famille dans laquelle on est né pour trouver la force de créer la vie que l'on mérite. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message à ma sœur. Fier de toi pour les changements que tu fais. Continue. Je t'aime. C'était un petit pas, mais un pas important. La guérison prendrait du temps, mais elle avait déjà commencé.